ومن الناحية الشرقية أثيوبيا وإريتريا، ومن الناحية الغربية تشاد وأفريقيا الوسطى، ومن الناحية الجنوبية الدولة المنشقة منها الموجودة حديثا جنوب السودان. Alors le Soudan, c'est un pays qui se trouve en Afrique, des pays voisins, c'est l'Égypte, la Libye, et le Tchad, et le Kenya, et l'Éthiopie, et l'Érythrée. تبلغ مساحتها 1,886,068 كيلومتر مربع. Le Soudan, c'est un pays qui est le plus grand pays en Afrique. C'est le plus grand pays en Afrique. Voilà. C'est le plus grand pays d'Afrique. On s'en fout aujourd'hui, c'est le Soudan, c'est pas la Libye. اللغة الرسمية فيها اللغة العربية، اللغة الثانية فيها اللغة الإنجليزية. أنا جاي أتكلم ليش هنا؟ لأنه الناس بتسأل ليه السودانيين بيجوا بيقدموا لجوء هنا؟ إيه المشاكل الموجودة في السودان؟ Alors, il a dit que la première langue, c'est la langue arabe, et la deuxième langue, c'est la langue anglaise. Donc, ils vont vous expliquer pourquoi les Soudanais, ils venaient ici en France et pour faire la demande d'asile. السودان فيه كمية من المشاكل. قد تعرف العالم كله مشكلة في دارفور أو مشكلة في النيل الأزرق أو جنوب كردفان جبال النوبة اللي هي بتعاني من حروبات. Alors, le Soudan, il y a pas mal de guerres. Il croit que tout le monde qui connaît le Darfour et le Nil bleu, les départements de Nil bleu, où il y a le plus de guerres au Soudan. لكن في مشاكل تانية، في منها حروبات قبلية وفي مشاكل صراعات قبلية بتخلي الناس تطلع من البلاد تيجي لحد هنا، وغير المشاكل السياسية الموجودة في الجزء الشمالي من السودان. يعني ما بالضرورة انه حد يجي يقدم لجوء من هنا انه يكون من مناطق الحرب او من مناطق النزاع. Alors c'est un peu compliqué, mais je vais essayer. Donc, il a dit que le Soudan c'est un pays qui a pas mal de tribus, et il y a pas mal de guerres contre les tribus, il y a pas mal de guerres. Je peux pas compléter, je suis désolé. Donc il a dit que oui, si les gens viennent ici demander l'asile, c'est parce que soit ils fuient la guerre, soit ils fuient la misère. اوكي. في يوجد مشاكل سياسية. يعني انت في السودان عندك مشكلة سياسية، ما لم تنتمي للنظام الحاكم ما تقدر تحصل على شغل، ما تقدر تعارف، ما تقدر اي شيء. في قانون موجود في السودان انك لو طلعت حتى مظاهرة سلمية ممكن تسجن ل5 سنوات. Alors, il a dit que le problème au Soudan, c'est une question politique. Une question politique, il faut que tu sois le côté du gouvernement, ou sinon tu vas être tué, ou sinon tu dois porter une arme pour tuer quelqu'un d'autre comme toi, ou pour être avec lui, pour tuer des peuples. Okay. Il a dit il y a des problèmes politiques, et si les gens manifestent paisiblement dans une manifestation, ils sont emprisonnés, et ils n'ont pas le droit même de manifester, de mener une manifestation comme si paisible et citoyenne. اوكي. المشاكل الثانية موجودة من مشاكل التعليم، مشاكل الصحة، مشاكل موجودة كثيرة في السودان. لو حاولت أحكي منها حياخد مني اليوم كله، واحتمال اليوم كله ما يكفينا عشان أحكي من المشاكل الموجودة في السودان. ليه؟ من النظام الحاكم حاليا. Il a dit qu'il y a pas mal de problèmes, donc il faut vraiment de temps pour vous parler, pour vous expliquer. Donc il ne va pas vous tout dire, il va juste résumer l'histoire et dire qu'est-ce qu'il faut dire. عشان كده أكتفي بهذا القدر وأعطي الفرصة للآخرين. Et pour ça, il ne faut pas parler plus, il va laisser les autres à parler. Merci.
Bonjour à tout le monde. C'est un bonheur d'être sur cette... Allô. Sarah. Micro, voilà. Bon, c'est un bonheur d'être au milieu de vous tous. Ça sent bien, ça fleure bon la fraternité, comme le disait Sylvain tout à l'heure. On est des membres du Secours catholique des Alpes-Maritimes et Caritas France. On veut manifester notre solidarité et nous sommes solidaires avec tous les délinquants. La présidente. Allô. Donc la vice-présidente du Secours catholique va vous lire un communiqué de la direction nationale du Secours catholique concernant le délit de solidarité. Bonjour à tous. Mineurs en danger, la solidarité bafouée. À Calais, comme dans la vallée de la Roya, les bénévoles de nos associations d'entraide rencontrent depuis plusieurs semaines des exilés contraints de survivre en plein hiver dans les pires conditions. Parmi eux, beaucoup de mineurs, 15, 16, 17 ans, qui ont traversé des milliers de kilomètres pour tenter de trouver un refuge et une protection. Ils sont en danger, gravement en danger. Que font les pouvoirs publics pour leur porter assistance à nos frontières? Rien ou si peu. Les forces de police sont au contraire mobilisées jour et nuit pour les déloger, sans relâche de leur abri sommaire. À Calais, la mairie a même porté plainte pour installation sur le terrain d'autrui, à l'encontre de mineurs qui cherchaient à se protéger pendant quelques heures de pluie et du vent. Dans la vallée de la Roya, des témoignages font état de renvois discrets par la police de mineurs vers l'Italie, au mépris des procédures élémentaires de protection de l'enfance. Pour éviter ces contrôles, les migrants prennent de plus en plus de risques. Des accidents ont provoqué la mort de 2 d'entre eux ces derniers jours. Face à ces jeunes en danger, des réactions d'humanité se développent. Des citoyens et des bénévoles s'organisent pour apporter une aide, un toit, de la nourriture, un peu de chaleur, quelques soins. Nos équipes à Calais vont ouvrir dans nos locaux ce vendredi 10 février un dispositif d'accès à la douche tellement l'urgence sanitaire est de nouveau criante. Que font les pouvoirs publics pour encourager cette solidarité? Non seulement ils ne font rien, mais ils se mobilisent au contraire pour les dissuader. Les forces de police sont déployées pour surveiller, contrôler, interpeller et parfois placer en garde à vue des hommes et des femmes qui tentent de combler les défaillances de l'État. Un responsable du Secours catholique est convoqué par la police. Des bénévoles et citoyens sont poursuivis par la justice. Mais où va-t-on? Comment accepter qu'en France, on puisse ainsi traiter les jeunes réfugiés, les pourchasser, les priver délibérément du minimum de protection et de dignité auquel a droit chaque être humain? Comment tolérer que les réactions de solidarité de la société civile soient ainsi entravées, dissuadées, poursuivies en justice? De telles dérives provoquent une certaine sidération. Et nous posons la question, ces pratiques sont-elles la traduction de consignes et de choix du gouvernement en période électorale
Nous ne pouvons et ne voulons le croire. Ainsi, nous en appelons de nouveau au Premier ministre pour qu'il rétablisse des conditions d'accueil humanitaire pour les personnes en danger et soutienne l'exercice de la solidarité proximité. Nous l'appelons à rétablir l'état de droit dont la de toute personne présente sur le territoire, en particulier les mineurs. En attendant, face à de tels manquements, le Secours catholique continuera de mettre en œuvre des moyens concrets pour apporter le minimum d'aide humanitaire et de chaleur humaine dont les personnes exilées ont un besoin vital. Comme nous continuerons de soutenir la solidarité de nos concitoyens, et ce, au nom de la sainte humanité, dussent-elles être considérées comme illégales par certains. Véronique Foyer, notre présidente nationale, et Bernard Thibault, secrétaire général. Merci. Il y a un... L'article 13, c'est une longue histoire. On arrive. La chorale, appelle la chorale, au micro. Mais le vrai, c'est que les musiciens sont là. Ça marche un peu. Non, pas tout à fait. Ça va venir. Oui, en fait, c'était pas les piles, il y avait une puce mise par les renseignements généraux. Pour ceux qui font chorale, ça se passe sous les panneaux jaunes, tous solidaires pour chanter. Je voudrais qu'on remercie la CGT qui nous propose aimablement la sono avec un technicien. Merci. Merci. Non, on passe la parole. Oui, je me présente. Je suis donc professeur de l'université en retraite. Je m'appelle André Tozel et j'ai le regret d'abord de dire que je n'ai pas pu être véritablement un citoyen actif et que j'ai surtout vu ce qui se passait dans la Roya. Et ça m'a réveillé parce que j'ai vu que le peuple existait encore et qu'il n'était pas simplement constitué par un agrégat de gens aigris, pleins de malheur et qui ont perdu tout sens de la solidarité. Ce qui s'est passé dans la Roya me redonne donc le goût et l'envie d'être un citoyen debout, et les associations auxquelles je participe sont dans le même état d'esprit. D'autre part, je me réjouis que la justice prenne compte de la complexité de la situation, parce que la violation du droit d'asile, qui est très ancien, qui remonte à loin dans notre histoire, est très grave sur le plan national, international et local. Et nous avons vu que par la politique sécuritaire, répressive, menée par l'État actuel, Premier ministre, Président de la République inclus, et autorités locales faisant le relais, eh bien, les émigrés, les migrants, les réfugiés
ont été victimes en quelque sorte d'un déni de solidarité, celle-ci devenant véritablement désormais un délit. Merci donc de tout cœur à tous ceux qui ont montré que le droit de solidarité, le devoir de solidarité et le droit d'asile existent. La situation ne s'est pas fermée aujourd'hui. Il faudra faire apparaître les contradictions. La manière dont les policiers reconduisent aux frontières de manière illégale, violent l'égalité de l'État républicain et comment, ce faisant, la République perd toute dignité et toute considération de la part de véritables citoyens. Donc l'enjeu est considérable. D'autre part aussi, ce problème fait apparaître la lâcheté de l'Europe qui, promettant d'être notre espace de liberté, se révèle être un espace de concentration des profits, de contradiction entre puissances économiques et de contradiction aussi entre les États, ceux-ci se mettant d'accord pour expulser la patate chaude et en quelque sorte se venger ou laisser dans le non-être, dans l'invisible, ces millions de gens qui veulent vivre dignement et auxquels on le refuse. Ce problème de la Roya n'est pas un problème local, c'est un problème global et je crois que nous aurons encore beaucoup à faire ensemble. Et je dis dernière chose, à titre de professeur, d'intellectuel, nous avons été trop longtemps absents, nous avons perdu l'habitude des combats et des débats. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous à notre mesure, là où nous sommes, à participer pour éclairer, contribuer à éclairer, nous instruire et construire à la fois et des analyses critiques et rejoindre tous ceux qui luttent. Je n'ai tant que le mot à dire. Merci à tous ceux de la Roya. Un petit moment de chorale. Vous devez avoir des paroles et de toute façon, vous faites la la li la 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 et ça marchera super. Et bien sûr, ne partez pas, il y aura encore beaucoup d'autres intervenants. C'était juste une petite pause musicale. Et tout le monde chante. Oui. Bellini. Moi, parfois, je travaille avec ma voix envolée, pas autant quand je chante. Ma voix, j'ai Dommage qu'ils aient pas un guitariste avec eux. C'est dommage. Ah, le voilà. Moi j'ai un choral, mais je fonctionne c'est formidable. Ouais, l'intérêt. Et quand on a trouvé dans ce elle se laissait plus prendre au cœur, elle trouvait ça très amusant. Elle aimait bien quand on faisait et tout elle a amusé. On ne pas de sa chez nous. Elle a essayé l'Amérique, ce grand pays démocratique. Elle n'avait pas plus sur le droit que la couleur du désespoir. Mais dans un meeting avec fils, elle a vu Angela Davis. Qui lui dit bien un petit sœur en Suisse, son maman peur de et c'est pour conjurer sa sœur, elle est aussi une autre courroie quotidienne qui connaîtra un petit peu bien l'idée, et l'enfant qui naîtra un jour à la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, elle a vivé
relax pour Cédric Verrou. Ensemble, relax, relax pour Cédric Verrou. Pas d'humaniste sous le verrou. Relax, relax pour Cédric Verrou. Pas d'humaniste sous le verrou. Relax, relax pour Cédric Verrou. Pas d'humaniste sous les verrous. Relax, relax pour Cédric Verrou. Pas d'humaniste sous les verrous. Merci à vous. On va reprendre le cours des prises de parole. Monseigneur Gaillot devait nous rejoindre, mais en fait, quand il a pris son billet, il s'est trompé d'un mois. C'était le même jour à la même heure, mais au mois d'avril. Donc il s'excuse auprès de vous, c'est dommage. Alors on ne sait pas qu'on va le remplacer, c'est qu'on va donner la parole à une amie qui fait les maraudes sur Ventimille depuis la Roya. Voilà, moi je viens de la vallée de la Roya, comme beaucoup d'entre nous ici. Je voulais vous parler de ce qui se passe depuis quelques mois et qui est parti de là-haut et de Roya Citoyenne, qui est un système de maraude. Alors je pense que vous savez ce que c'est que les maraudes. On fait à manger les uns chez les autres et on descend sur Ventimille sous forme de maraude, c'est-à-dire plus ou moins furtivement, ou bien quand c'est possible, on s'installe quelque part. Et voilà. Et on a beaucoup ce qu'on appelle des clients qui viennent manger à notre table. Ça dure depuis des mois. Ça s'est mis en place progressivement. Maintenant, on arrive à assurer une maraude tous les soirs avec l'aide d'autres personnes qui se sont branchées là-dessus et qui viennent de Nice et de différentes vallées autour de Nice et même jusqu'à Fayence. Il y a un groupe qui assure maintenant une partie des maraudes. Alors je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais ce que je voulais vous dire, c'est que depuis un certain temps, on est interdit, on est hors la loi, parce qu'il y a un arrêté municipal de la ville de Ventimille qui interdit de donner à manger, qui interdit de nourrir les chiens et les chats peut-être, mais en tout cas pas les hommes. Nous, on brave cet interdit, on continue et on s'inquiète un peu maintenant parce que la police devient de plus en plus pressante. Et les derniers ont été menacés d'amende, même de garde à vue, de se faire prendre la voiture, immobiliser la voiture. Voilà, on continue. Je voulais vous lire l'arrêté municipal, enfin une partie de l'arrêté municipal de la belle ville de Ventimille, bien connue pour son accueil des touristes. Dans le centre d'accueil, c'est un arrêté qui date du 4 octobre 2016. Dans le centre d'accueil Parcours Roya, la Croix-Rouge offre, entre autres services, aussi celui de la distribution de la nourriture dans le respect des règlements hygiéniques, sanitaires en vigueur, tandis que les enfants et les femmes migrants obtiennent le même service auprès de la paroisse San Antonio, en tenant compte aussi que Caritas distribue tous les jours des repas aux personnes SDF et en condition de besoin. Malheureusement, en plusieurs occasions, la présence de personnes non autorisées a été signalée qui étaient en train de distribuer de la nourriture préparée d'une façon privée, notamment dans le quartier de Roverino, ça c'est les endroits où on distribue, et sur la place en face de la paroisse San Antonio, et cela sans garantir aucun respect de la loi en considération du manque évident des conditions requises. Ces comportements déterminent le risque réel de infection alimentaire des migrants, surtout en considération des problèmes dus aux températures moyennes de la saison estivale. Bon, ils ne sont pas tout à fait là. Qui contrevient à cette ordonnance sera poursuivi au terme de l'article 650 du Code pénal. Bon, je vous laisse apprécier les arguments nous interdisant de donner à manger. Bon, je voulais pour finir vous lire, ces maraudes donc se font tous les soirs et en général, le lendemain matin, il y a un compte rendu qui est fait
pour que les suivants et puis tous les autres participants, parce que ça représente des dizaines de personnes, soient au courant de ce qui s'est passé la veille et voilà, puissent en fonction préparer la maraude du lendemain. Donc je vais vous lire un compte rendu de maraude qui date du 6 février, donc c'est pas vieux. Ils étaient là à nous attendre, regroupés sous les arbres entre la route et le parking. Combien étaient-ils, je ne saurais le dire, mais nombreux, vraiment très nombreux. Ce n'étaient plus des petits groupes qui se succédaient comme on avait l'habitude il n'y a pas si longtemps, mais une foule de personnes affamées qui sait trop bien qu'il n'y en aura malheureusement pas pour tout le monde. Alors à peine les voitures garées au fond du parking qu'ils étaient déjà agglutinés autour des véhicules. Je suis sortie, je suis allée à l'arrière de la voiture, mais avant j'ai appelé V, les prénoms sont cachés, V au secours, c'était sa première maraude, le choc. On a réussi en repoussant nos assaillants à ouvrir le coffre, et là, ça a été un véritable raz-de-marée. Des bras tendus, des mains qui saisissent tout ce qui est à leur portée. J'ai vu des pochettes individuelles se déchirer parce que plusieurs mains se les disputaient. Les portes arrière s'ouvrir et des sacs entiers de pochettes être embarqués sans doute pour être distribués un peu plus à l'écart, loin de cette cohue. Tout ça a été très vite. En moins de 5 minutes, les 165 portions étaient parties et il ne restait plus rien que des sacs vides dans ma voiture. Le calme est revenu aussi rapidement, la foule s'est un peu dispersée, mais en restant pas trop loin de nous. V a pris le relais à ce moment-là, il avait dans son coffre les invendus sucrés, salés de tendre et de breil, puis le râpe de pommes, d'œufs et de pain. Merci les boulangers, il y en avait bien pour une 30aine de personnes en plus. Pendant ce temps, les RS, arrivés 3 minutes après nous, ont distribué les vêtements chauds qu'ils avaient dans leur voiture. Puis P est arrivée avec elle aussi des vêtements chauds et en plus des boîtes de sardines qui ont fait le bonheur des invités de dernière minute. La police italienne est passée 2 ou 3 fois sans nous calculer. Faut-il craindre leur menace de saisir nos véhicules et les 3 000 € d'amende? Je n'en suis pas tout à fait convaincue. Je suis descendue un peu dans cette optique de prendre la température sur place et me faire une idée. Eh bien, je n'ai pas été refroidie. Pour les migrants, c'est autre chose. Ils ne sont pas tous accueillis par la Croix-Rouge et pourtant, il y aurait des places vides. Les voilà de nouveau sous les ponts à la gare, là où il se trouve une petite place pour s'abriter de la pluie et du froid. J'ai rencontré S, un Érythréen qui parle un peu l'anglais. Il se plaint d'avoir reçu une balle dans la cuisse. La plaie est cicatrisée, mais lui laisse un trou gros comme une phalange. Il boite sérieusement et demande si on peut lui trouver une paire de béquilles. Les vêtements chauds et couvertures sont toujours demandés, des caleçons aussi. À mon prochain tour de maraude, je reviendrai avec 200 portions minimum. Bonne chance à l'équipe de demain. Voilà, donc ça continue. Bonjour, je vais juste faire un petit aparté par rapport à l'arrêté municipal de Vintimille qui vient d'être lu. Simplement pour dire que ce genre de loi, d'infra-loi est en train de fleurir un peu partout en Europe. Pas forcément juste à côté de nous, mais aussi, par exemple, on a une circulaire de ce type qui interdit toute distribution de nourriture, de vêtements, de chaussures, d'aide humanitaire en tout genre, qui vient de sortir à Belgrade, en Serbie. Des Balkans jusqu'au nord de la France, en Suisse aussi, il y a ce type de loi, d'infra-loi qui sortent. Et j'en profite juste pour dire qu'il y a une très bonne analyse juridique pour ceux qui veulent s'informer là-dessus, qui a été produite par le GISTI, mise en ligne, je crois, sur plusieurs sites des collectifs qui co-organisent la journée. Et donc où ils reviennent vraiment, c'est une analyse juridique de la loi française sur ce qu'on appelle le délit de solidarité et aussi sur dans quelle mesure elle contrevient à la loi européenne ou en quoi la loi européenne justifie aussi ces lois nationales. Voilà. Merci. Jean-Marc. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Marc Lévy-Leblond, je suis professeur à l'Université de Nice et je voudrais commencer par vous lire 2 messages de solidarité que nous avons reçus. L'un de Ronnie Breumann, dont vous connaissez le nom, ancien président de Médecins sans frontières et très engagé dans toutes les actions humanitaires. Voici ce que nous dit Ronnie Breumann.
Je ne peux malheureusement pas être présent avec vous aujourd'hui devant le palais de justice, mais je tenais à l'être au moins par la pensée. Il est essentiel, en ces temps où soufflent des vents mauvais, que se rassemblent et se fassent entendre les voix de ceux qui tiennent l'hospitalité et la solidarité pour des valeurs essentielles. La raison d'être de la loi, c'est de protéger les plus faibles avant d'être le garant de l'ordre existant. C'est bien ce principe qu'il s'agit de défendre ici, et c'est pourquoi je tenais à être, serait-ce virtuellement, à vos côtés et à vous adresser mes cordiales salutations. Voici un deuxième message de Ernest Pignon-Ernest, qui est un artiste bien connu, d'origine niçoise, et qui nous écrit ceci. Je suis régional de l'Étape. Ne riez pas, j'étais enfant de chœur à Sospel. J'ai depuis longtemps perdu la foi, mais pas oublié le message de l'évangile de Matthieu et des actes de miséricorde. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades. Je n'ai pas oublié non plus que mon grand-père Gracino est arrivé à pied par cette frontière et qu'il est allé mourir près de Verdun pour la France, comme on dit. C'est dire que je suis fraternellement avec vous aux côtés de Cédric Héroux, que je remercie. Alors, en ce qui me concerne, je voulais vous dire deux mots à partir d'un texte que j'ai trouvé récemment, qui est une histoire de la migration dans la Roya. Et donc, je vous lis 2 ou 3 passages pour vous montrer que ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, ce n'est ni le début, ni, hélas, la fin de ces problèmes. Le phénomène de l'immigration clandestine dans la vallée de la Roya naît probablement dès 1860, avec l'établissement de la nouvelle frontière entre la France et l'Italie, au moment même où l'on érigeait des barrières entre villages qui jusqu'alors avaient communiqué librement. Donc, immigration italienne très importante dans ces années-là. La détermination de ces migrants à pénétrer en France par tous les moyens n'avait d'égal que la misère à laquelle ils voulaient échapper, ou le rêve de réussite qui les animait, car leur motivation était essentiellement économique. Les procès-verbaux de quelques migrants tombés dans le filet de la surveillance nous aident à brosser leur identité. Il s'agissait d'hommes et de femmes jeunes, ayant parfois moins de 20 ans et célibataires. Les mêmes traversaient la frontière il y a plus d'un siècle. Ils venaient de moins loin, ils venaient d'Italie, maintenant ils viennent de plus loin, mais ce sont les mêmes. N'oubliez pas non plus que cette frontière n'a pas toujours existé, qu'elle n'existe plus pour un certain nombre d'entre nous. Nous pouvons aller librement en Italie, d'Italie en France, sans problème. Donc les frontières sont des frontières éphémères. Et après tout, de la même façon que nous pouvons, en Europe en tout cas, nous déplacer relativement librement, nous pouvons espérer que dans un avenir, hélas pas trop proche, chacun sur cette terre pourra aller où il voudra. L'humanité est par essence une humanité de migrants. Depuis des millions d'années, nous voyageons à travers le globe. L'impossibilité de le faire est une chose récente qui probablement ne durera pas toujours. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Luc Munro et j'étais au tribunal il y a, c'était avant-hier,
Donc l'histoire d'un vélo, je suis accusé d'avoir foncé délibérément sur les forces de police avec circonstance aggravante, l'utilisation d'une arme, le vélo. Voilà. Donc c'était à Lille avant-hier. En dehors ce côté un petit peu anecdotique et puis presque risible, ce qui est quand même tout à fait grave, c'est qu'on est remis en cause, les militants, que ça soit au niveau des sans-papiers. Donc là c'est sur un terrain de Roms. Donc effectivement on est très nombreux dans le Nord-Pas-de-Calais à s'engager à la défense des Roms. Alors le plus grave est qu'effectivement on a des intimidations, enfin on connaît, que ce soit dans le Nord ou dans le Sud, on connaît les intimidations, les arrestations, jusqu'au tribunal, les amendes, etc. Donc toute cette façon d'intimider et de détourner les luttes. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'effectivement c'est pas ça qui nous décourage, et en dehors des militants inculpés et condamnés, etc., ce qu'il faut bien retenir, c'est que le lendemain, le surlendemain, on est sur place et on n'oublie pas les gens que nous défendons, c'est-à-dire les migrants, les sans-papiers, les Roms, jusque aussi les personnes qui sont en difficulté, je pense aux syndicalistes par rapport à des mouvements, etc. Voilà, donc ce qui est bien important, on dépense un petit peu d'énergie à défendre notre petite cause. Moi, c'est mon histoire de Jean-Luc Munro et son vélo, et voilà, donc je suis impliqué depuis des années, pas seulement dans le vélo, mais dans des causes. Voilà, ce qui est important, c'est d'être toujours continué. On passe de l'énergie à se défendre, mais on passe beaucoup d'énergie surtout à retourner le lendemain, le surlendemain, à lutter. On partage un poème que j'ai écrit suite à ma rencontre avec Kojali cet été, un jeune Soudanais rencontré à l'église de Vintimille. Je suis née dans un rouge paysage, parfumé d'entrailles et de poussière, où les balles se fondent dans les corps, où les enfants jouent aux billes de plomb. Et maintenant, j'attends. J'ai écrit dans mes mains le nom de ma mère, juste sous mon pied le jour de ma naissance, et j'ai marché sur les chemins d'espérance, tenu les mots qui se perdent dans le vent. Et maintenant, j'attends. J'ai quitté mon frère à la seconde où je suis partie sans le choix de rester. J'ai offert ma force au désert de sang pour chercher l'or au centre de la terre. Et maintenant, j'attends. J'ai sauté par-dessus une frontière. Dans un éclat de rire, j'ai crié « Me voici, l'oiseau de la liberté !» Mais déjà les ailes se dérobaient. Et maintenant, j'attends. Le regard encerclé de barbelés. J'ai souffert les coups de l'extrémisme, fait saigner mes mains pour qu'elles se rappellent de moi qui suis partie sur les chemins. Et maintenant, j'attends que s'effacent les souvenirs d'un trait, que mon corps s'allège de mon histoire, pour que la vague m'emmène loin, loin, juste de l'autre côté du miroir. Et maintenant, j'attends. J'ai caché mon corps dans la blanche écume, retenu des mains et des pieds sans tête. Mais il ne pouvait secourir l'autre moi, la mort fauchait sans faille les plus faibles. Et maintenant, j'attends. Dans un verre de lait, crucifié dans la main, enveloppé de fleurs imprimées, les pieds fondus dans le bitume. Je grève la faim dans une assiette en carton. Je n'ai rien recherché, sinon la liberté, ou un souffle de vie, ou d'être humain sur terre. Dans une folle mêlée, je frappe le ballon et je joue au pays qui percera ma cage. Je n'ai plus qu'un rêve qui annule les souvenirs et qui vit dans le va-et-vient de la nuit et du jour. Je brûle d'attendre, comme je brûle de partir. Je suis un noir cramé au bord d'un pays libre où je ne suis pas né. Sous mon pied, je tente d'effacer l'empreinte matricule, mais sur la carte au trésor, il n'est pas admis. Alors j'attends, comme un noir cramé dans un corps container au bord d'un pays qu'on appelle liberté. Vas-y. Bonjour la famille. Bonjour.
J'ai quelque chose de très très important à vous raconter aujourd'hui parce que ça fait depuis 2004 que je suis en France. Et depuis que je suis venu, j'essaie de travailler comme tout le monde parce que quand j'étais gamin, dans mon quartier, il y avait une école française, dans mon quartier au Togo. Je suis togolais d'origine. Et on vivait ensemble. On nous parlait de la France. Nous tous, on rêvait tellement que un jour, je vais venir en France. Et en 2004, j'ai eu mon visa et je suis venu en France en tant que footballeur. Et par malheur, j'ai eu une blessure au genou, dont le club m'a laissé dans les rues. Bon, la vie continue. Je disais, je vais essayer de m'adapter parce que ma grand-mère m'a toujours dit, quand tu vas à un pays, quand tout le monde marche à quatre pattes, il faut marcher à quatre pattes. Et j'essaie de marcher à quatre pattes, de respecter tout le monde. Et je parle aujourd'hui au nom de tous les citoyens français parce que en 2010, il y a un jeune homme qui frappait une femme à l'Ariane en face de la police. J'ai essayé de porter, j'ai demandé le jeune homme, il est d'origine marocaine. Je dis, même si c'est ta femme, tu n'as pas le droit de le frapper. Parce que la violence, je pense que ce n'est pas une bonne chose pour tout le monde que de respecter une femme ou un homme, de frapper quelqu'un. La femme, elle a une cabine téléphonique, elle vendait un paquet de cigarettes à 7 €. Et le jeune homme est débarqué, il disait que moi, on achète à 6 €. La dame, si tu n'es pas d'accord, va acheter ailleurs. Et frapper la femme à cause de ça. Donc je l'ai mis dehors dans la cabine. Et le jeune homme est rentré dans sa voiture, il est revenu avec un couteau. Donc le couteau, je suis obligé de me défendre. Et j'ai eu le couteau dans ma main. Heureusement que j'ai porté plainte. Entre-temps, j'ai un contrat à durée indéterminée à Calbesson. Et je travaillais un contrat de durée déterminée de 3 mois. Il restait 10 jours, je vais finir les 3 mois que le jeune homme m'a agressé. Donc le patron m'a viré. Et entre-temps, j'ai déposé ma carte de séjour au tribunal, à la préfecture. On m'a dit de payer un terme de 110 €, je l'ai payé. L'affaire est sortie dans le Nice matin. Il est là à Nice matin. Et du coup, j'ai gagné l'affaire au tribunal. On me dit on devait me payer 26 000 €. 26 000 €, je n'ai jamais reçu depuis 2010. Je ne sais même pas comment je vis. Et je travaille avec le Secours catholique, aller aider, faire la maraude avec tout le monde. Parce que je pense qu'on est tous pareils. C'est la famille. Et il y a 2 mois, j'ai reçu un courrier en me disant que je n'ai pas la nationalité française, on ne peut pas me payer. Donc, j'arrive même pas à comprendre si je vis en France ou pas. Et jusqu'à maintenant, je n'ai même pas un revenu. Mais j'essaie de travailler de gauche à droite pour vivre. Mais je voulais aujourd'hui, c'est une chance, une opportunité de parler devant tout le monde parce que c'est une affaire vraiment, jusqu'à maintenant, j'arrive même pas à comprendre que la justice qui a rendu l'affaire, que j'ai reçu un courrier, qu'on me dise que je n'ai pas la nationalité française, ni ma carte de séjour que j'ai payé 110 €. Et jusqu'à maintenant, j'arrive même pas à comprendre que je vis en France. Mais aujourd'hui, je parle devant vous. Déjà, merci avec tous les gens, Cédric, tous ces gens qui sont aidés, les associations qui aident les immigrés, qui accueillent tout le monde. Merci, merci pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. J'interviens au nom de l'Union juive française pour la paix. Notre association se bat pour le vivre ensemble et l'égalité des droits, en France comme au Proche-Orient. Elle dénonce avec force le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes, ainsi que les humiliations et la stigmatisation que subissent les êtres humains à cause de leurs origines, de leurs croyances, de la couleur de leur peau ou de leurs identités supposées. Vis-à-vis de la politique honteuse et misérable à l'encontre des migrants, des réfugiés, des sans-papiers, des étrangers, des Noirs, des Arabes, des musulmans, des Roms, nous tenons à rafraîchir la mémoire. Au moment de la montée du nazisme, les réactions étatiques ont été les mêmes qu'aujourd'hui. On a enfermé les réfugiés fuyant l'Espagne franquiste dans des camps avant de les livrer aux nazis. On a fait une belle conférence à Évian en 1938 pour décider que personne n'accueillerait les Juifs fuyant l'Allemagne et l'Autriche. La France s'est excusée pour sa participation active à la déportation des Juifs et aux rafles. À quoi bon ces excuses quand 75 ans après,
On enferme, on refoule, on construit des murs, on humilie, on expulse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France a été une terre de contraste. Il y a eu des millions de lettres de dénonciation et beaucoup de collabos. Mais il y a eu aussi de très nombreux Français qui ont caché nos parents ou qui ont pris le risque de ne pas les dénoncer. Grâce à eux, des centaines de milliers de vies ont été sauvées et nous existons. À quoi bon célébrer ces gens merveilleux quand on poursuit Cédric ou Pierre-Alain? Comment qualifier l'inhumanité de cette Europe qui envoie en Méditerranée plein de bateaux pour trouver les passeurs, mais aucun bateau pour sauver les naufragés? Le seul bateau qui existe, l'Aquarius, est privé. Qui jugera les responsables des milliers de noyades? Des enfants cachés pendant la Deuxième Guerre mondiale, des enfants de victimes ou de rescapés des camps d'extermination nazis, des gens nés apatrides se retrouvent au sein de notre association. Avec eux,